Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Hamel qui travaille pour Being Sport. Pour introduire, écoutez, moi je connais Xavier depuis des années, on se connaît d'un point de vue amical, on était voisins et j'ai tout de suite pensé à lui pour le podcast Parler et être écouté, puisqu'au travers de son métier, il est confronté à cette prise de parole de façon quotidienne. Et donc je te laisse te présenter Xavier pour nous dire un petit peu ce que Oui, tu fais dans la vie. ce que je fais dans la vie. Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Xavier Hamel, j'ai 44 ans. Je suis normand d'origine. Effectivement, j'ai rencontré Magali quand on était voisins en région parisienne. Je travaille donc sur Bein Sport depuis 9 ans maintenant, depuis 2012 à la création de la chaîne. C'est une chaîne de sport pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est pas forcément évident. Donc c'est une chaîne de télé qui diffuse uniquement du sport, des matchs et puis des émissions de sport quasiment. Enfin c'est assez homogène. Il y a beaucoup de sports. Il y a surtout du foot, il y a du hand, il y a du basket, il y a du tennis, du rugby. Moi, je m'occupe surtout du côté handball et puis un petit peu de foot à côté. Donc, je suis journaliste depuis 20 ans, quasiment maintenant. J'ai commencé en radio avant de me diriger vers la télé, donc avec Bein il y a 10 ans. J'ai fait des études de journalisme, donc je suis diplômé d'une école de journalisme à Paris avant de commencer à travailler en radio d'abord et puis en télé ensuite. Voilà pour le côté professionnel. Merci à toi. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier en quelques mots à Being Sport? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mon métier principalement, c'est de commenter des matchs. Donc, je suis commentateur hein, quand je rédige des courriers, c'est écrit sous mon nom que je suis journaliste commentateur. Donc, le principe, c'est donc de commenter des matchs, d'être présent soit sur site, donc là où se déroulent les matchs, dans les stades, dans les salles, quand c'est du handball ou bien quand ce n'est pas possible parce que c'est trop loin ou que ça implique de faire vraiment beaucoup de voyages dans une même semaine, on commente en cabine. Donc, on a une petite salle à Bein Sport avec une télé et puis de quoi faire passer le son finalement avec un casque, avec un micro pour pouvoir commenter le match comme si finalement on commentait le match dans le salon. C'est un petit peu le même principe. Sauf qu'il y a sans doute un petit peu plus de monde qui entend. Voilà, ça c'est mon activité principale. Après, je fais aussi des sujets pour des émissions. Donc dans ces cas-là, on s'entend avec un rédacteur en chef qui nous dit quel sujet il aimerait faire pour une émission de foot. Généralement, c'est plutôt des sujets de foot. Si je prends un exemple, je sais pas, il y a un match de Ligue des Champions avec le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Je vais faire un sujet sur Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid. Donc, je vais essayer de prendre toutes les images possibles dont on dispose pour faire un sujet dessus. J'ai une durée évidemment précise pour faire mon sujet, 2, 3 minutes. Et puis, je fais un sujet sur lui. Voilà, c'est vraiment les deux activités principales, le commentaire et puis les sujets qu'on peut faire pour des émissions. D'accord.
Alors moi, pour avoir parlé à certaines personnes de Being Sport, bon, les amateurs de sport en général connaissent cette chaîne-là, et certains m'ont dit, ah, Xavier Hamel, effectivement. D'accord. Donc toi, par rapport à ça, comment est-ce que tu gères le fait de prendre la parole, même si on ne te voit pas obligatoirement quand tu commentes, comment est-ce que tu gères cela? Est-ce que au travers de tes études, au travers de ton expérience, tu t'es formé, tu as acquis des automatismes qui te permettent d'être vraiment focalisé, de ne pas bafouiller, d'être bon dans ta prise de parole? Alors, ne pas bafouiller, je pense que c'est quelque chose en fait dont on a peur au tout début. Quand on commence à travailler en école de journalisme, par exemple, c'est quelque chose dont on a peur. Et puis, au fur et à mesure, cette peur-là, elle disparaît parce qu'on s'autorise finalement à bafouiller. Comme un peu dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas quelque chose de grave. On a le droit de chercher ses mots, on a le droit de dire eux, on a le droit de pas forcément utiliser un mot comme on aimerait le faire. Ça n'a rien d'interdit. Évidemment, si on le fait 50 fois dans une même phrase, c'est un petit peu plus problématique, mais ça, c'est pareil, c'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours. En fait, l'idée de la prise de parole en public, c'est de faire comme si on discutait avec des amis. Alors, ça se fait au fur et à mesure, ça s'apprend évidemment. On essaye vraiment d'être le plus clair possible, mais rien ne peut jamais être parfait, et notamment au début, en fait, quand on commence vraiment à se former. Alors, j'ai fait des études d'histoire avant, on faisait pas mal d'oral, on faisait pas mal comment on pourrait dire, c'est pas des sujets, mais c'est des exposés. Voilà, je cherchais le terme, comme quoi ça peut arriver. Voilà. Des exposés à l'oral, on en faisait vraiment beaucoup, et ça apprend finalement à parler devant un auditoire. Alors, apprendre à parler, c'est pas forcément ne pas bafouiller, être clair, etc. C'est aussi choisir ses mots, choisir ses phrases, essayer d'être finalement le plus clair possible et le plus rapidement possible pour que l'auditoire ne s'en aille pas au bout de 5 minutes. Si on commence à faire des phrases ultra longues et qu'on ne sait pas trop où on va, c'est un petit peu plus difficile. Le principe, même quand on commente un match, alors au début, quand on le prépare, c'est d'essayer d'avoir un objectif, en fait, d'essayer de savoir de quoi on va parler, comment on va le dire, et puis quel but on va avoir quand on introduit le match finalement. Dans l'avant-match, on va essayer quand même de décortiquer un petit peu ce qu'on a envie de dire, comment on va le dire. Alors pas forcément écrit parce que ça s'entend. Et quand quelqu'un parle et lit finalement son papier, bah, l'auditoire l'entend et c'est un petit peu moins pertinent, je trouve. Il faut garder quand même justement une certaine forme d'incertitude et d'essayer de parler aux gens comme on parle dans la vie de tous les jours. Mais il faut quand même avoir en tête ce qu'on a envie de dire et une conclusion, entre guillemets, qu'on pourrait avoir. Ensuite, évidemment, moi, dans mon cas, un match, je ne sais jamais à quoi il va ressembler. Et bah, on est un petit peu emmené par le match auquel on assiste. D'accord. Alors, de ce que je retiens de ce que tu dis pour les auditeurs, c'est que s'accepter comme on est et ne pas viser la perfection. Et je suis d'accord avec toi, moi, pour les personnes que j'encadre, c'est souvent ça. Mais j'ai pas fouillé, Mm. j'ai fait ceci, mais j'ai fait cela. Donc, ce serait se libérer effectivement de cette vision de la perfection Oui, qu'on peut voir chez certains orateurs. Et aussi de ce que tu disais au travers de tes exposés, c'est s'exercer. Hein, on est bien oui, d'accord. oui, bien sûr. De Ah parler. bah, de toute façon, alors après, ça a été un conseil en école de journalisme, ça a été, et notamment avec un micro. Alors, on prend n'importe quoi, on prend une banane. Si on n'a pas de micro, on prend un objet qui ressemble un petit peu à un micro, et puis on se met devant une glace et on parle en se regardant. Et quand on parle en se regardant dans un miroir, on voit tous les tics qu'on peut avoir du visage, de l'expression qu'on pourrait avoir, des mots aussi qu'on pourrait employer, parce que même, ce qui est assez paradoxal, mais quand on parle devant un miroir, on entend mieux ce qu'on dit. Et c'est assez particulier parce que c'est plutôt la vision, mais on est beaucoup plus concentré aussi sur ce qu'on dit. Et alors, on dit n'importe quoi, hein. Le principe, c'est justement pas forcément se présenter, mais de dire ce qu'on a fait dans la journée, par exemple. Et ça, on voit exactement
les choses qu'on peut corriger, en fait, parce que c'est sans fin. Même au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, il y a toujours des choses à améliorer. Rien ne peut jamais être parfait. Il faut juste avoir l'envie et puis le courage, finalement, de se dire que rien ne peut jamais être parfait et d'avoir envie de s'améliorer. Ouais, tout à fait. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis quand tu dis qu'effectivement on s'entend mieux quand on se voit dans le miroir. Juste une petite anecdote, moi, que j'ai vécue. J'ai vécu un an à Londres et au tout début où j'arrivais à Londres, eh ben, j'étais au téléphone avec les personnes pour le travail que j'avais et j'avais beaucoup de mal à les comprendre au début. Et, euh, et notamment mes collègues, des fois j'avais du mal à les comprendre quand je voyais pas leur bouche. Et un jour j'ai compris en fait que je lisais beaucoup sur les lèvres aussi. Donc Ah oui, ça me fait penser à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a l'auditif, mais il y a aussi le visuel. Et pour les personnes oui, très visuelles comme moi, c'est très important aussi de voir notamment la bouche de la personne. Bon, avec les masques en ce moment, je suis un peu malheureuse, c'est mais, sûr. Mhm. mais ça peut y jouer aussi, donc ça peut vous aider effectivement de voir aussi, de vous voir pour mieux, mieux comprendre ce qui est dit, quoi. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote? Alors, on va commencer par une anecdote super réussie, peut-être, que tu as vécue. Et d'après toi, quels ont été les ingrédients qui ont fait que cet événement, cette prise de parole, enfin, je ne sais pas ce que tu as fait exactement, qui a super bien marché? Ouais. Le souvenir qui me vient tout de suite, c'est une finale de championnat du monde de hand en 2017. Donc, c'est un match entre la France et la Norvège chez les filles. C'est un match que je commente. C'est un match qui est très disputé, très difficile, très engagé, extrêmement équilibré. C'est difficile de savoir comment ça va se passer. Et puis, au fur et à mesure, les Françaises elles prennent un petit avantage au bout de allez, à une dizaine de minutes de la fin. Et je sens en fait que je suis complètement dedans, hyper concentré. Il y a énormément de bruit autour, mais c'est comme si j'entendais rien. J'ai plein de bruit dans mon casque, mais je suis à fond vraiment dans ce match-là. Et c'est un moment où j'ai l'impression vraiment qu'il n'y a rien de mauvais qui peut arriver, aussi bien dans le match qu'à moi finalement. Les mots, ils sortent tout seuls, c'est tout à fait naturel. Et puis, le match aide aussi à ce que ça se passe bien, parce que c'est tellement engagé, équilibré et plaisant aussi à suivre que finalement, bah, la parole, elle arrive toute seule, les mots, ils arrivent tout seuls, et l'intérêt, je pense aussi, il arrive tout seul aussi. Donc, c'est un moment assez agréable, très agréable même à vivre, parce que on sort presque un petit peu de soi et on se sent vraiment complètement dans le truc. Quoi. Hmm. C'est super intéressant ce que tu dis. Et j'ai une autre personne que j'ai interviewée, qui est un ancien sportif de haut niveau et coach, qui a partagé le même moment que toi. Lui, pour l'avoir vécu d'un point de vue sportif. Mais Oui, c'est marrant de le vivre aussi au travers du métier de commentateur, du coup. En mmh. étant commentateur aussi, du coup, tu l'as vécu. Et moi, je l'ai Ouais. aussi vécu quand je jouais au tennis. C'est des moments où effectivement, on a l'impression que plus rien ne peut nous arriver Ouais, ouais, et on est au bon moment et exactement. que, de toute façon, on connaît déjà le déroulement, quoi. Et beaucoup de Mmh. sportifs en ont parlé. Je sais que Federer en parle souvent Ouais. de ce moment-là. Ouais, ouais, Et ça lui est arrivé plein de fois, lui, ça Ah va. oui, oui, c'est ça. C'est trop facile pour lui. Un peu facile, c'est clair. Mmh. Ok. Alors du coup, l'opposé de ce que tu nous as dit, donc là effectivement, il y avait tous les éléments qui faisaient que, comme une espèce d'énergie, on va dire, hein, qui allait Ouais. vers le but final heureux. Et au contraire, est-ce que, alors comme je dis souvent, j'en parlais la dernière fois, je crois aux vertus de l'échec. Oui, oui, bien Tu as sûr. eu un échec, quelque chose de cuisant ou de difficile, mais qui t'a permis de grandir par la suite. Est-ce que tu peux nous partager ça? Oui, alors ça arrive assez souvent, justement. Alors il y a les Mince. moments où on se sent, il y a les moments où on se sent dedans, et il y a les moments où on se sent pas du tout dedans. Et ça, c'est des choses qui sont assez pénibles, parce qu'on fait vraiment un effort pour se mettre dans un match. Alors c'est soit le match n'est pas forcément très intéressant, soit nous-mêmes on n'est pas forcément de bonne humeur ou disposés à vraiment être à fond. Soit ça peut être un petit peu des deux aussi, et les deux sont réunis, et du coup ça donne quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Et puis je commente aussi avec
un ou une consultante généralement, et il faut aussi qu'il y ait une certaine osmose entre les deux, ce qui n'est pas forcément évident et ce qui n'est pas forcément toujours le cas, parce que évidemment les autres ont aussi leurs humeurs, ils ont aussi des matchs où ils vont se sentir bien et ce sera pas forcément la même chose avec moi, etc. Donc, il y a toujours une espèce d'effort à faire pour à la fois être dans le match s'il n'est pas très intéressant et à la fois être un petit peu en osmose avec, avec le consultant ou la consultante. Ici, par exemple, en Espagne, c'est une consultante qui s'appelle Amélie, avec qui je m'entends très très bien. C'est vraiment une amie, mais il y a des moments où on n'est pas forcément au même endroit ensemble. En fait, c'est un petit peu ça le truc. Ouais. Et c'est déjà arrivé. Alors, ça m'arrive plus souvent quand je suis tout seul. Ça m'est arrivé vraiment tout seul d'avoir vraiment énormément de mal euh, à, à alimenter le commentaire, à trouver mes mots. Ça m'est arrivé, alors, de bafouiller évidemment, mais même de trouver des mots un petit peu percutants et essayer de ne pas me répéter. Et il y a un match, je me souviens, c'était il y a peut-être 2 ans, de foot italien. C'était un dimanche midi. Il faisait très très froid. C'était un match où c'était dans le brouillard. Il fait 2 degrés, il n'y a pas d'ambiance parce qu'à midi, les Italiens, quand il fait froid, ils ont autre chose à faire que de sortir, d'aller au match. Généralement, ils mangent chez eux en famille. Il y avait vraiment plein de choses qui étaient réunies pour que ce soit vraiment difficile et le match était pourri en plus. Donc, là, on se sent. On est obligé vraiment de cravacher, ça fatigue énormément en fait, et l'humeur fait que le match, on réussit pas à le rendre intéressant non plus. Donc là, j'ai senti que c'était vraiment compliqué et que s'il y avait des gens qui étaient en train de regarder le match, soit ils ont coupé le son, soit ils ont changé de scène parce que ça devait pas être ni intéressant le match, ni les commentaires que j'apportais. D'accord, ok. Alors, ce que tu dis en fait me fait penser au fait que on est des êtres humains, hein. On a peut-être tendance à l'oublier des fois. On a certaines sociétés qui veulent nous pousser à être toujours identiques comme des robots. Et là, ce que tu fais ressortir montre bien que on a nos humeurs, hein, voilà, il y a il y a notre expertise bien sûr, mais il y a notre émotionnel. Comme tu dis, il y a l'alchimie avec les autres personnes qui va faire que il faut aussi avoir un petit peu de douceur avec nous-mêmes et nous dire que voilà, on peut pas toujours être au top. Et, euh, et voilà ce qui en est ressorti. Et puis effectivement, comme tu l'expliques bien, le match lui-même n'était pas terrible. Donc voilà, est-ce qu'on va être, enfin pas mentir aussi, c'est-à-dire que Mmh. ça me fait Oui, penser au fait que dans la prise de parole en public, moi ce que je dis souvent, c'est qu'aussi il faut être authentique. Parce que sinon, les auditeurs ou les autres personnes vont le ressentir. Si on est oui. totalement faux, vous voyez, Mmh. voilà, les présentateurs avec des voix un petit peu à l'américaine qui Mmh. lissent Mmh. du temps, ça se sent aussi. C'est peut-être ça, Oui, hein. oui. Oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'il faut pas non plus. Alors, faut évidemment maîtriser ces mots, mais faut pas forcément hésiter à faire apparaître l'impression qu'on ressent, parce que c'est généralement la même que ceux à qui on parle. Alors, faut pas que ce soit systématique non plus, parce que sinon, ça fait vraiment le vieux grognon qui se plaint tout le temps. Mais et puis, on fait un métier quand même qui est super plaisant et que beaucoup de gens voudraient faire. Donc, on peut pas non plus se plaindre tout le temps. Mais il faut pas hésiter non plus, effectivement, à être dans le vrai finalement. Et si on voit un match qui nous semble un petit peu moyen, un peu brouillon, tout ça, ne pas hésiter à le dire parce que le public va sentir la même chose. Et si effectivement le public se dit, moi je vois un match un peu merdique et puis que lui il est en train de gueuler en disant que c'est exceptionnel, il y a quand même une grosse différence. Et l'important, c'est aussi une sorte de communication. En fait, on parle à des gens. Il faut aussi essayer d'être en osmose avec tout le monde, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Mm. l'authenticité. Alors juste pour rebondir, parce que tu parlais d'Espagne tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, donc effectivement, merci Xavier. Donc Xavier est en Espagne, voilà, donc Voilà. il est en Espagne puisque ce soir, alors tu es sur un match, donc C'est voilà. un championnat du monde. Il y a un championnat du monde féminin de hand. Donc, il y a la France qui joue tout à l'heure contre la Suède. Et puis, il y a un match juste avant entre la Norvège et la Russie. Voilà, qui sont les quatre équipes. C'est 2 quarts de finale, mais c'est 4 équipes qui peuvent aller au bout. Donc, ça va être deux très gros matchs. D'accord. Donc
merci beaucoup. Alors, super de m'accorder ce Un petit plaisir. temps ce matin avant d'être ce soir au jus. Ok. Est-ce que tu pourrais partager maintenant à nos auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, des conseils, donc des conseils qu'on t'aurait peut-être donnés, que tu aurais envie aussi de donner, toi. Oui. Tu sais qu'on va certainement avoir des personnes peut-être qui sont complètement coincées sur la prise de parole en public, qui Mhm. déjà, je pense ça c'est bien, on a bien désamorcé le côté perfection qui revient souvent. Moi, je veux être parfait. Enfin voilà, Mhm. personne n'est parfait et ça fait partie de vous, l'authenticité. On a parlé de pas mal de sujets intéressants. Mais est-ce que toi, tu as des conseils à leur donner Alors, on en a même donné un petit peu déjà. Le fait de prendre un micro ou quelque chose et de s'installer devant un miroir, c'est vraiment super important. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment celui-là, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et puis, on désamorce aussi quelque chose finalement, cette espèce de peur qu'on pourrait avoir. Alors la peur, elle peut toujours exister, et puis il y a toujours une espèce de stress à prendre la parole en public, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être impressionnant. Ça peut faire une espèce de petit palier vers une parole en public, le fait de le faire juste devant une glace. Ne pas hésiter, si on a des amis, de la famille, à faire aussi devant eux. Et puis à leur demander aussi ce qu'ils pensent de notre prise de parole. C'est toujours intéressant d'avoir des avis de gens qui tiennent à nous finalement, parce qu'ils vont à la fois dire la vérité et puis à la fois prendre un petit peu des gants justement pour éviter de nous faire de la peine, etc. Donc il faut à la fois prendre des conseils, le faire, s'entraîner vraiment, c'est ça qui fait que c'est mieux, que c'est de mieux en mieux. Et puis regarder, écouter beaucoup les gens qui parlent en public, des émissions de débat par exemple, des émissions politiques, parce que c'est quand même aussi les maîtres, hein, généralement ceux qui prennent la parole en public. Alors on va voir que c'est des gens dont c'est le métier, donc eux, ils font ça toute la journée, ils ont des coachs ou ils ont des conseils tout au long de la journée, tout au long de leur vie politique, donc c'est normal aussi qu'ils soient bons, ce serait quand même dommage qu'ils soient mauvais. Et puis on prend aussi, au bout d'un moment, le fait que eux aussi, ils ont des défauts, que eux aussi, ils ressortent souvent les mêmes mots, qu'ils ont des tics de langage, qu'ils ont des tics avec leurs mains, qu'ils ont des tics avec la tête, etc. Donc finalement, c'est le cas de tout le monde. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas forcément considérer ça comme une catastrophe si on bafouille ou si on bouge ses mains ou si on bouge un petit peu la tête ou on cligne des yeux un peu trop fort. Ça arrive vraiment à tout le monde. Et prendre la parole en public, je trouve que c'est un acte de courage aussi, d'une certaine manière, parce qu'on s'expose. Ceux qui critiquent peuvent aussi essayer de faire la même chose et on pourrait voir s'ils sont meilleurs que nous. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que dans les statistiques, moi, c'est ce que j'avais fait ressortir, c'est que derrière la peur de mourir, il y avait la peur de prendre la parole en public. Donc, Ah oui. ouais, ouais, ça relance ce que tu disais sur le fait que c'est le regard des autres, c'est une peur, et que pour la diminuer, comme tu disais, effectivement, c'est essayer, essayer, essayer. Et merci beaucoup pour ton conseil qui, je pense, va vraiment aider les gens à déculpabiliser en montrant que voilà, toi c'est ton métier, tu fais ça de façon professionnelle et toi-même tu livres que voilà, nul n'est parfait, je ne suis pas Ah bah parfait, oui, il bien n'est pas sûr. parfait et c'est très bien. Exactement. Bon, écoute, merci beaucoup Xavier en tout cas pour ce Mais de moment rien. très agréable. On aurait pu continuer à discuter, mais on va clore un petit peu pour que te laisser continuer sur tes préparatifs notamment. C'est gentil. Merci. Et merci pour tous ces conseils avec beaucoup de bienveillance. Merci à toi. Bah, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. À bientôt. Salut. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.